Alors, il est pile 14 heures, donc je vous propose de reprendre donc dans le contexte de nos rencontres nationales de la coopération territoriale qui a été co-construite avec un cercle des partenaires sous l'impulsion du comité 21, notamment inspiré de toute la capitalisation et tout le travail qui avait été fait durant le Tour de France des ODD que le comité 21 avait organisé pour justement valoriser la diversité des dynamiques que l'on constate au niveau des territoires. Rappelons-nous très rapidement notre chemin depuis ce matin. Nous nous sommes concentrés sur vraiment le premier kilomètre des réalités territoriales, comment je les vis. Je le vis dans ma jeunesse, je le vis au cours de ma formation et je le vis au cours de mon expérience professionnelle. Nous avons une session une sur vivre l'expérience de la coopération territoriale dès le plus jeune âge, absolument passionnante, sur lequel on est revenu à la fois sur la vision d'une politique publique co-construite avec les jeunes et les acteurs du territoire, avec le département de l'Aude sous la vice-présidence de Valérie Dumontet, aussi vice-présidente de la Fondation des territoires. Nous avons ensuite suivi sur comment est-ce que l'Académie de Créteil a veillé à ce que les démarches Agir ensemble en territoire soient pas simplement passées des 13 communes de Paris-Est-Marne-et-Bois, mais aujourd'hui soient partagées avec les trois territoires que constitue le département, en laissant, comme l'a rappelé Frédéric Lamprecht, la liberté finalement de l'action, ce n'est pas un programme commun, c'est bien une réflexion, un échange sur ce que chacun fait et comment les articuler mieux pour que ce soit au service de la jeunesse. Et puis, nous avons aussi vu, bien évidemment, la place du secteur associatif, avec notamment en France et à l'international, avec AIODD et avec un témoignage des jeunes extrêmement remarquable, un cours sur les objectifs de développement durable en 7 minutes. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, à le retrouver dans les ressources partagées. Et puis, nous sommes passés de la jeunesse à la formation, comment on se forme finalement, comment est-ce qu'il y a un lien entre théorie et pratique qui a été particulièrement bien décrit par Cécile Cotte de campus de Clermont-Ferrand, AgroParisTech de Clermont-Ferrand. Comment est-ce qu'on articule, comment on se nourrit bien évidemment de la pratique et on fait vivre l'expérience et on valorise cette expérience comme un élément constitutif de sa formation. Et puis, Georges Ders nous a rappelé que l'éducation populaire, à travers un DU qu'il co-construit avec l'université Toulouse-Capitole et le pacte civique, est un moyen finalement de faire de l'université hors les murs. Et on a vu à quel point cette articulation entre les deux était très importante. Et nous allons voir maintenant, cet après-midi, finalement, dans son expérience professionnelle, mais finalement au quotidien, comment on peut élaborer, piloter et évaluer une démarche de co-construction territoriale. Alors, je vous propose, pour faire le lien entre ce matin et cet après-midi, de commencer d'abord par ce que les étudiants du master territoire, attractivité et créativité de l'ETUA, l'école applicative tourisme et culture de l'Université d'Angers, comment ils ont modélisé finalement l'impact que permet de faire l'événement l'étendard, à Saumur, hein, l'étendard, cadre noir, pour ceux qui connaissent un peu Saumur, il y a bien évidemment un lien, puisque en terrain applicatif, chaque année, les étudiants organisent sur Saumur pendant tout un week-end, en marge du cadre noir, une animation de l'ensemble de leur territoire. Et l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, c'était donc le week-end qui a suivi. Vous aviez des jeunes, les jeunes donc en formation avaient été chercher des jeunes des spectacles vivants qui pendant les 2 jours ont animé la ville et
étaient présents dans la ville, qui étaient rêvons éveillés. Vous aviez tous les mythes finalement qui étaient qui circulaient dans la ville pendant 2 jours. Vous avez des écoles de musique qui sont venues faire à la fois un concert de musique classique suivi d'un concert de jazz, suivi d'un concert de techno, pour que j'allais dire, de nos plus jeunes jusqu'aux plus âgés, ils puissent profiter du sujet. Et ce qui a été merveilleux, c'est que les plus anciens, plutôt, qui étaient attirés plutôt par la musique classique, sont restés jusqu'au bout, et les plus jeunes sont arrivés dès le début du concert le samedi soir. Et juste pour vous donner une petite anecdote assez drôle, puisque c'était Rêvons éveillés, le maire de Saumur a accepté de venir en pyjama faire le discours introductif devant 4000 personnes à Saumur, et tous les professeurs de l'université d'Angers, enseignants dans le master TAC, sont venus en peignoir de bain, en peignoir de nuit, pour pouvoir justement montrer à quel point cette logique de mettre l'art au sens noble du terme au cœur de notre construire et de faire société est un élément tout à fait déterminant. Et on sait se poser la question avec ces étudiants, dans le cadre de mon cas, court, mais finalement, qu'est-ce que ça a permis de faire? Qu'est-ce que les alliances ont permis de faire? Et vous avez un petit schéma qui montre la diversité des acteurs qui ont été associés. Est-ce que finalement la valeur de ce que vous avez fait, c'est 40 000 euros financés à 75% par le subventionnement, ou est-ce que ça a une valeur beaucoup plus grande que ça? Et les étudiants ont travaillé sur cette dimension. Il y avait des questions ce matin sur le modèle économique, sur qu'est-ce que avait permis de créer comme valeur cet événement. Et ce qui a été très intéressant, c'est que non seulement, bien sûr, ça a démontré assez facilement que par rapport à la valeur faciale numérique, il y avait plus de 7 fois finalement la valeur en équivalent engagement, valorisation, impact indirect pour le tourisme et l'économie territoriale. Mais surtout, et c'est peut-être ça qui est intéressant, on a demandé à ces étudiants de dire, et vous, finalement, à quel niveau d'impact vous avez le sentiment que votre démarche, 20 jeunes qui organisent un événement pour 4000 Saumurois, qu'est-ce qu'il y a? Mais bien évidemment, d'abord, l'impact de performance sur soi-même. Ça a permis aux étudiants de valoriser leur expérience et leurs compétences qu'ils ont su mobiliser dans le cadre finalement de cette démarche-là. Un grand événement, 5000 personnes mobilisées sur 2 jours, c'est un vrai, vrai, vrai gros challenge. Ils ont tout fait tout seul et vraiment incroyablement. Je pense que ça va résonner, bien évidemment, avec ce que Anne-Valérie Crespo, maître de conférences associée, a qualifié pardon, à l'université de Montpellier, et par ailleurs directrice de l'engagement sociétal Occitanie pour le groupe La Poste, nous dira dans quelques minutes. Mais finalement, le fait de co-construire en territoire est aussi pour ces jeunes, a été un moment de formation incroyablement enrichissante pour eux. Mais aussi un impact d'innovation. Pourquoi? Parce que finalement, il y a dans ce master une logique aussi de transmission, de tutorat des M1 vers les M2 et de passation de pouvoir. Et déjà, ils avaient reçu déjà des éléments qui leur avaient permis, par rapport à l'apprentissage de la promotion précédente, de pouvoir finalement progresser en management de projets complexes de co-construction territoriale. Et là, ça a été très intéressant parce qu'ils ont inventé de nouvelles choses. Par exemple, cette matrice des engrenages de l'ensemble des acteurs publics et privés associés dans le cadre de ce partenariat. Ils ont requalifié toutes les parties prenantes qui avaient été faites. Et bien, quelque part, cette logique-là leur permettra de pouvoir transmettre à la génération d'après un élément essentiel qui complète la question sur le modèle socio-économique et la valeur du modèle économique d'une coopération territoriale comme celle-ci, qui, encore une fois, ne peuvent pas se limiter simplement aux 40 000 euros de numéraire que des partenaires privés ont bien voulu, ou publics ont bien voulu mettre à disposition. Et puis le troisième étage de la fusée, mais j'en ai dévoilé un peu les éléments, c'est l'impact sur la confiance dans le territoire. Ça a permis de créer un dialogue radicalement différent avec les enseignants, les élus locaux. Imaginez-vous, enfin, on ne voit pas tous les jours un maire d'une ville de la taille de Saumur accepter de se mettre en pyjama devant ses concitoyens. Donc, quelque part, on voit bien que cette force d'avoir construit ensemble une confiance dans une capacité à faire rêver, eh bien, a été un élément déterminant aussi dans leur projet.
Donc vraiment, ce que nous voulions réévoquer dans cette transition entre la formation et la pratique professionnelle au quotidien, c'est l'importance finalement de mettre en œuvre et la capacité pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos compétences, de pouvoir finalement y participer. Et comme l'a très bien dit Valérie Dumontet ce matin, effectivement, ne demandons pas à un poisson de monter à l'arbre, il ne saura pas le faire. En revanche, dans un événement comme celui-ci, eh bien, ont été valorisés à la fois les singes, les poissons et peut-être même d'autres formes d'animaux terrestres. Vous avez vu la métaphore qui était derrière. Bref, c'est une parfaite introduction pour nous dire comment, dans sa vie professionnelle, au-delà de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, on peut vivre au quotidien euh, la manière d'élaborer, de piloter, d'évaluer une démarche de co-construction territoriale. Malheureusement, parmi nous, nous n'en sommes plus beaucoup à être au stade d'être formés en enseignement supérieur, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là, la formation à la co-construction et à la coopération territoriale. Bien au contraire, peut-être que c'est là où tout commence. Et pourquoi tout commence? Parce que l'analyse de la territorialisation des transitions, et Cécile Cotte nous invitait ce matin à articuler théorie et pratique, nous montre qu'il n'y a pas de distance entre le cadre international des objectifs de développement durable qui a été posé comme une vision systémique dès 2015 avec la déclinaison territoriale en France. L'exemple de la transition écologique en est un très bon exemple. Si nous savons regarder avec les bonnes lunettes, eh bien, on peut voir à quel point les liens sont évidents. À partir du moment où ils sont réellement articulés avec le reste. Tout domaine, tout acteur, tout territoire. Je reprendrai les mots de Florence Provandier, qui a fait le rapport au Premier ministre de l'époque, le ministre Castex, sur les ODD, qui intitulait son rapport ministériel Tout est lié. Et bien évidemment, on voit bien que si tout est lié, ça veut dire que tout le monde est concerné, tout le monde est impacté et donc tout le monde doit être outillé. Tel est bien évidemment l'entraînement de notre sujet. Comment concrètement on peut faire pour passer à l'action? Alors, très modestement, depuis maintenant 19 ans, bientôt 20 ans, le laboratoire de recherche empirique que j'ai le plaisir d'avoir créé et présidé depuis 2006, le Rameau, a travaillé sur la compréhension de cette réalité-là à partir finalement de l'action. Non pas à partir des modèles de gestion, non pas à partir des modèles de gouvernance, mais de l'action. Qu'est-ce que chacun peut faire et comment est-ce qu'un projet finalement va pouvoir se développer? Comment une innovation va-t-elle vivre et va-t-elle se développer de son émergence jusqu'à son déploiement? C'est-à-dire, son déploiement, c'est le moment où elle échappe à son fondateur pour être dans l'ensemble de l'écosystème. Et l'analyse de ces innovations sociétales, donc qui répondent à nos défis de société, ont été questionnées d'un point de vue de cette recherche empirique par trois prismes pour comprendre le sujet, par la prisme du projet, finalement comment le corps social qui mène cette innovation, qui a impulsé cette innovation, quel est son cheminement, quels sont son résultats, quels sont les modèles économiques, comment ils ont changé au fur et à mesure du temps, et puis comment on peut évaluer cela. Mais aussi de prendre par un autre prisme ces innovations, par l'accompagnement. Quels ont été les besoins d'accompagnement? C'est-à-dire non plus ce que peut faire l'équipe en interne, mais les acteurs externes. Quelles sont les expertises qui ont pu être mobilisées tout au long du cheminement? Et puis le troisième prisme d'acteurs par lequel a été regardé ces projets d'innovation, c'est les investisseurs sociétaux, c'est les partenaires, c'est l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir se mobiliser et valoriser les résultats pour pouvoir donner les moyens de l'équilibre de la maison. Alors, cette analyse de la valeur, cette analyse des projets nous a amené, et ça a été modélisé notamment dans un cahier de recherche en 2023 avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts qui s'intitule ODD 17, économie et territoire, cette réconciliation entre économie et territoire. Pourquoi? Parce que l'analyse de la valeur nous montre bien que pour qualifier les conditions de la création de valeur, il faut pouvoir regarder finalement la valeur d'une innovation à trois niveaux. D'abord, est-ce que la solution est efficace? Est-ce qu'elle est
faisable? Est-ce qu'elle est pertinente? Et là, pour cette logique-là, et peut-être d'ailleurs ceux qui sont habitués au chemin du médicament ont pu reconnaître dans les modélisations précédentes, on s'est beaucoup inspiré notamment du chemin du médicament de l'AFM Téléthon, qui finalement a dû réinventer, eu égard au fait que ce sont les plus complexes des maladies rares, un chemin du médicament, mais qui tienne compte bien évidemment des contraintes pour que l'autorisation de mise sur le marché ne soit pas n'importe quoi. Donc quelque part, la première étage d'une innovation, c'est la solution. Mais on s'est posé la question, est-ce que ça suffit une innovation de solution? Et très vite, on s'est rendu compte que non. Et c'est tout l'enjeu des coopérations territoriales, c'est que quelque part, une solution n'est pas universelle. Elle doit, bien évidemment, elle naît sur un territoire, elle n'est pas de nulle part, elle naît sur un territoire, et c'est pas un champenois arrivé, non pas moi, mais ma famille en France en 1777, qui a un peu perturbé les choses, puisque d'un vin tranquille, on est venu à un vin pétillant. C'est pas complètement un hasard si les entrepreneurs de l'époque, qui ont plutôt été sensibles à ce que les Anglais apprécient un vin effervescent, ça a plutôt été des entrepreneurs allemands sur un territoire français. C'est peut-être parce que justement, cette innovation, quand elle arrive, elle perturbe. Et il faut comprendre de quel territoire elle vient. Et finalement, une fois qu'elle a été modélisée, comment est-ce qu'elle se réinvente sur chacun des territoires? J'ai l'habitude de dire, pour prendre la même métaphore, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est au moment du XVIIIe siècle, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, que la champagne pouilleuse est devenue champagne crayeuse, parce que tout d'un coup, effectivement, l'art de ce terroir a pu être finalement mis en valeur. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que pour ceux qui connaissent un peu le vin, c'est le même pinot noir qu'utilisent nos amis alsaciens et bourguignons, comme nous en Champagne, mais bien évidemment, ça ne fait pas le même vin. Donc toute personne qui ne comprend pas que une innovation doit se reterritorialiser, elle naît sur un territoire et elle doit se reterritorialiser, ne comprend pas ce qu'est le sens même d'une innovation, c'est qu'elle soit adaptée non pas au dernier kilomètre de solution, pour qu'on pousse, mais au premier kilomètre des besoins, parce que c'est comme ça qu'on passe d'une invention à une innovation, lorsque finalement c'est l'écosystème lui-même qui connaît la diversité des usages qui peut être. Et là, on est bien dans des innovations de chaîne de valeur. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas d'innovation possible et durable sans avoir une question sur la pérennisation des modèles socio-économiques. Et cette question du modèle socio-économique, nous allons le voir, est un élément totalement déterminant dans la capacité finalement à piloter les coopérations, parce que bien évidemment, elle constitue aujourd'hui le troisième pilier de tout équilibre de la maison, aux côtés des richesses humaines mobilisées et aux côtés des ressources financières. Les coopérations deviennent les éléments essentiels, non pas seulement de la performance, mais plus encore de la pertinence, parce que qui mieux que son écosystème est capable de pouvoir donner de la valeur à son propre projet? Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que l'innovation n'est alors plus simplement le regard centré des innovateurs sur ce qu'ils ont fait, mais bien de la valeur reconnue par l'écosystème dans lequel ils se trouvent sur finalement une capacité à transformer l'écosystème dans lequel ils sont. Et ce travail-là nous a amené à travailler, à modéliser, à expérimenter cet levier de savoir-faire pour pouvoir agir efficacement dans cet facteur d'innovation. Bien sûr, qualifier son innovation, être capable de la mettre en perspective, c'est-à-dire définir sa stratégie, transformer son modèle socio-économique, évaluer sa pertinence, apprendre à faire une lance, mais aussi et peut-être surtout deux éléments majeurs qui viennent finalement renforcer cette innovation. C'est d'une part comprendre l'écosystème, parce que plus ce lien avec le territoire va être fort, plus l'innovation va être rapidement appréhendée par son territoire. Et l'autre élément, c'est bien évidemment l'accélération grâce au numérique. Il y a eu de nombreux commentaires ce matin par nos amis du CEREMA sur expertise territoire. C'est par exemple la plateforme numérique que nous avons utilisée dans le cadre du programme de recherche 2019-2024, chef de projet innovation territoriale. Il est bien évident, je reviendrai là-dessus, que la question du lien entre numérique et territoire est au cœur des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger et peut-être même au cœur des nouvelles alliances qui sont possibles aujourd'hui grâce à cela. Alors, si je prends chacun de ces trois dynamiques,
Le point qui est essentiel sur l'innovation de solutions, et nous l'avons très bien vu ce matin sur la partie de la mobilisation des jeunes pour finalement apprendre à faire alliance, mais aussi pour apprendre à inventer de nouveaux modèles en territoire. Et finalement, la question aujourd'hui n'est pas tant de faire pour que de faire avec. Or, la richesse d'un territoire, c'est justement cet écosystème qui va de nos concitoyens jusqu'aux institutions en mixant toute une diversité d'acteurs et d'organisations, les collectivités territoriales, les acteurs académiques, les ingénieries, les entreprises, les investisseurs, les fondations, les médias, les associations, chacune ayant bien évidemment son propre mécanisme, sa propre articulation à faire. Et j'ai l'habitude de dire que finalement, une solution aujourd'hui, c'est un peu comme une montre pour donner l'heure, peu importe la taille de l'engrenage, pourvu que les engrenages soient articulés. Or, aujourd'hui, la problématique qui est devant nous, c'est que nous regardons très fortement chacun des engrenages et nous essayons d'améliorer la qualité de chacun des engrenages et assez peu l'articulation entre eux. Or, si vous regardez le schéma sur la gauche, et bien finalement, dans une innovation, toutes les parties prenantes de l'innovation sont associées. De nos concitoyens aux institutions, en passant par les investisseurs, en passant par les associations. À un moment donné du processus d'innovation, l'ensemble des acteurs d'un écosystème est convoqué dans sa capacité à y apporter une contribution et à y donner un sentiment de valeur ou non. Et donc cet élément-là nous invite à passer à un deuxième élément qui est le cœur de notre question aujourd'hui. Comment est-ce que nous mettons finalement les projets de territoire, l'espace de vie en commun, au cœur de notre capacité à construire des solutions qui sont à la hauteur des défis qui sont devant nous, dont nous savons tous que personne ne peut prétendre avoir la capacité de le faire. Et le président de Sortin disait ce matin que l'importance finalement d'être à l'écoute et de regarder ce qui se passe sur les territoires, dans la diversité des territoires, c'est ainsi que se réinventent les choses, et c'est ce que nous avons eu le plaisir d'aller porter au dernier congrès de nos amis ANPP Territoire de Projet, le 16 juin dernier, avec la note stratégique numérique et territoire, qui fait état de 20 ans de travail sur justement ce lien entre numérique et territoire et innovation, parce que finalement, si on y réfléchit bien, nous avons dit ce matin que le territoire, c'est le lieu de l'incarnation de l'intérêt général à portée de main. Où puis-je agir? C'est celui où je peux expérimenter et c'est celui où je peux dépasser le cadre finalement de l'entre-soi pour prendre le risque de l'entre-tous. Et ce qui est intéressant, et après 20 ans de travail sur le rôle du numérique par rapport aux innovations, eh bien finalement, c'est l'émergence d'un troisième territoire qui vient non pas en opposition, mais peut-être en facilitation, ou au contraire en opposition, avec les deux premiers. Nous savons bien que entre le territoire symbolique, c'est-à-dire l'espace de projection dans l'avenir, en France on lui a donné un nom, hein, c'est l'intérêt général, eh bien, est parfois en articulation, en confrontation, en difficulté avec l'espace de l'agilité de terrain de l'action. Il y a ce qu'on rêverait de faire et il y a ce qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que soit le territoire numérique, qui est un territoire de gestion, soit qui peut permettre d'avoir un espace plus efficient et plus frugal, soit c'est un accélérateur de territoire symbolique, et donc un accélérateur d'intérêt général, soit c'est au contraire un accélérateur des spécificités de chacun qui fait croire qu'il n'y a plus d'intérêt général, et dans ce cas-là, on est dans une spirale négative. En tous les cas, il y a 10 ans était rédigé et remis 2 mois après la signature des agendas 2030, euh, le rapport intérêt général, nouveaux enjeux, nouvelles alliances, nouvelle gouvernance, qui était le fruit de 18 mois de travail de 16 personnalités qualifiées, dont j'avais l'honneur d'être secrétaire de ce travail. 10 ans après, la réarticulation de ces trois territoires est la condition sine qua non du sujet. Et dès il y a 10 ans, nous avions évoqué le numérique comme étant un pharmacon. Vous savez tous, puisque j'utilisais la métaphore du médicament dans le chemin d'innovation, vous savez tous que le mot pharmacon en grec est à la fois poison et remède. Eh bien,
chacun de ces trois territoires est à la fois poison et remède. Le territoire symbolique. Si quelqu'un, qui que ce soit, s'approprie l'intérêt général en disant l'intérêt général, c'est moi, on a un vrai problème. Parce que justement, la France a inventé ce concept d'intérêt général pour que personne ne puisse attribuer le fait que l'intérêt général, c'est lui. C'est ce qui dépasse la somme des partis. Si le territoire physique dit ah bah oui, oui, mais moi je suis l'agilité, je suis tout seul, je me replie sur moi et je vais pouvoir survivre. On l'a connu en Europe, dans certains territoires européens qui voulaient s'autonomiser tout seuls. Mais oui, mais comment on joue la solidarité collective? Parce que ce qui peut être fort à un moment donné peut être fragile à un autre moment donné. Et puis le numérique, nul n'est besoin de vous décrire à quel point la question du numérique peut être un accélérateur des innovations ou au contraire un accélérateur des radicalisations en fonction de l'utilisation que l'on fait au service de l'intérêt général ou au service de soi. Et quelque part, c'est ce qui est très intéressant dans cette logique-là, c'est que ça nous invite à nous réinterroger sur quelque chose que nous avions oublié, l'infrastructure. Parce que toute personne qui croit que derrière ce petit outil, c'est que du vent, ne se souvient pas qu'il a fallu 40 ans pour construire les infrastructures qui permettent effectivement pour que ça puisse fonctionner. Autrement dit, on a cru que le numérique supprimait la question des infrastructures, elle en renforçait la valeur pour peu que cette valeur soit associée à trois dimensions, le territoire symbolique, le territoire physique, le territoire numérique. Et juste petite anecdote, les deux seules fondations françaises nationales qui se soient vraiment intéressées comme le territoire en tant qu'objet, c'est-à-dire dans la transversalité des territoires et non pas dans un thème, sont la fondation RTE, il y a maintenant 20 ans, et la fondation GRDF, pardon, 15 ans, et la fondation GRDF, il y a 5 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière le fait que ce sont deux entreprises qui transmettent l'énergie et qui savent à quel point l'infrastructure est au cœur du débat, qui ait choisi le territoire comme finalement capacité à innover ensemble? Alors, une fois qu'on a dit qu'effectivement, il ne fallait pas simplement s'intéresser à l'infrastructure, mais aussi à la solution, mais aussi aux infrastructures qui le portent, reste à nous poser la question finalement de cette capacité à pouvoir traduire ça très opérationnellement parlant. Et c'est là où l'articulation entre, d'une part, la capitalisation numérique mutualisée et partagée, et le maillage territorial de l'ingénierie de proximité, que ce soit celle des catalyseurs territoriaux qui jouent ce rôle de coordination et de facilitation entre associations, entreprises, collectivités, que ce soit les chefs de projet innovation territoriale au sein de nos collectivités territoriales, que ce soit les social impact managers, ce concept européen qui arrive aujourd'hui. Il y a un grand programme européen en partenariat avec Panthéon-Sorbonne et ESS France, avec 5 autres pays, pour se poser la question de comment l'innovation, elle est incarnée, elle est ancrée dans le sujet. Quelle que soit cette ingénierie, quelque part, on voit bien que le numérique et l'ingénierie de proximité sont les nécessaires alliés pour pouvoir agir ensemble en étant cohérents et en faisant en sorte non pas d'enfermer chacun dans une solution comme le décrivait très très bien Frédéric Lamprèche ce matin, mais en créant des espaces de dialogue qui permettent justement de partager la valeur ajoutée de chacun. Anne-Valérie Crespo pourrait témoigner combien le président Jean-Paul Bailly, quand il a eu l'intuition de créer les fonds de péréquation, c'est-à-dire un débat partagé, territorialisé entre les collectivités, les services de l'État et l'entreprise, la Poste, sur comment allons-nous faire pour que justement nos missions d'intérêt général puissent irriguer tous les territoires, c'est bien en commun que cette démarche-là, à travers des espaces communs, que les espaces peuvent le faire. Et enfin, dernier point, la question des modèles socio-économiques. Et je voudrais revenir sur la notion de modèle socio-économique qui est l'équilibre de la maison. Alors, bien évidemment, quand on parle de modèle socio-économique, tout le monde pense déjà aux ressources financières. Je l'ai déjà évoqué depuis ce matin. Aux ressources financières, il faut ajouter les alliances stratégiques. Parce que c'est celles qui permettent de créer plus de valeur et plus de frugalité.
Mais il ne faudrait pas oublier le cœur même de tout modèle socio-économique. C'est la richesse humaine. Parce que, n'en déplaise à la force et la puissance du numérique, s'il n'y a pas des femmes et des hommes derrière pour concrètement mettre en œuvre les sujets, ça ne sont pas nos outils qui vont faire à notre place. Quelle que soit la puissance des outils qui aient été inventés depuis le début de l'humanité, il faut quand même que derrière il y ait des hommes et des femmes pour pouvoir savoir, un, quelles sont les priorités, deux, vers qui s'adresser en premier, et trois, comment on utilise effectivement efficacement les outils pour éventuellement les transformer. Et quelque part, cette capacité à avoir les compétences à la hauteur de nos défis communs est sans doute la question la plus importante qui ait été posée dans le cadre de l'agenda 2030 en 2015, lorsque les pays du Sud ont dit aux pays du Nord, c'est bien beau de se fixer des grands objectifs et une temporalité pour les faire, ce qui est déjà très bien. Mais si nous ne réinventons pas les méthodes, eh bien, nous ne pourrons pas réussir les défis à la hauteur de nos transformations. Et le travail qui a été fait, notamment en partenariat avec Sciences Po, notamment en partenariat avec AgroParisTech, de modéliser finalement comment on peut aider à valoriser les pratiques, non pas les pratiques qu'on connaît déjà, non pas de sensibiliser aux pratiques qui sont connues et que les gens ne connaissent pas, mais à pouvoir révéler et aider chacun quelle est la compétence dont on a besoin pour demain, qu'il a déjà, qu'il pratique déjà au quotidien, et pourtant dont il n'a pas conscience de la valeur. Et c'est toute la valeur de la thèse d'Anne-Valérie Crespo sur le dialogue en co-responsabilité, qui a reçu le premier prix de la DERS Ors l'année dernière. Et quelque part, cette question de comment on aide ces pratiques nouvelles en émergence, ancrées et incarnées, donc qui correspondent à des stratégies finalement d'enracinement, à pouvoir, un, se reconnaître entre eux. Ça a été l'objet de la co-construction avec la Poste et avec la Caisse des dépôts de la plateforme L'innovation territoriale en action que nous avons lancée en 2018 après avoir proposé au cabinet du président de la République que à la fois le cadre de loi et à la fois une fondation des territoires soient créés. Ça a été le travail intense dont vous a parlé Cécile tout à l'heure pour pouvoir élaborer une grille de qualification des pratiques, non pas à partir des normes et des règles qui existent, elles n'existent pas encore, mais à partir des situations professionnelles dont je peux tirer les enseignements pour savoir quelle est la valeur des pratiques que je fais, qu'elles soient pratiques de gestion, qu'elles soient pratiques relationnelles ou qu'elles soient pratiques stratégiques et politiques, et comment j'ai une vision globale du sujet, une vision systémique, puisque de toute façon, nous en parlons depuis tout à l'heure, c'est une approche systémique que l'on doit avoir. Et le troisième élément, c'est comment on est à l'écoute des pratiques et des nouveaux besoins, et comment est-ce que, à partir de cette grille de qualification des besoins, on invite chacun à se positionner pour dire, mais voilà, ah, mais je révèle, mais ça, tiens, mais j'avais cette compétence-là, mais je ne l'avais même pas conscientisée. Ou celle-ci, ah ben non, je n'avais pas conscientisé, j'en avais besoin. Non pas comme une règle et une norme, mais comme une capacité de permettre à chacun de se poser la question, y compris au regard d'autres acteurs de la même maturité, et je reviendrai sur ce sujet. Et dans le cadre du programme de recherche 2019-2024, chef de projet innovation territoriale, comment fait-on dans les territoires, les petits et moyens territoires, sur lesquels il y a une faiblesse des infrastructures et des ingénieries de proximité? Mais il y a une faiblesse apparente, publique, pas du tout une faiblesse réelle de territoire. Parce que ces territoires-là ont su réinventer dans de nouvelles alliances. Et ce n'est sans doute pas un hasard si c'est dans le département de l'Aude, comme le décrivait Valérie Dumonté tout à l'heure, que l'un des deux seuls départements ait créé un CESE départemental. C'est peut-être tout simplement parce que justement, comme il n'y a pas de centralité, il faut bien dialoguer, inventer ensemble des solutions. Et c'est là où est né, dans le cadre d'une réflexion conjointe Sciences Po et AgroParisTech et nous, cette forme pédagogique que nous avons appelée des parcours expérientiels qui ont pour objectif de valoriser les pratiques déjà existantes. Comment je conscientise ce que je fais déjà comme Monsieur Jourdain et qui pourtant a de la valeur pour tous.
Et nous étions partis, nous, dans notre référentiel de recherche empirique, sur la démonstration que nous avions fait entre 2010 et 2014 dans un programme qui s'appelait RSE et partenariat des PME, où nous avions démontré à l'époque que les PME étaient beaucoup plus innovantes et beaucoup plus ancrées et incarnées dans leur responsabilité sociétale d'entreprise qui était déjà stratégique pour elles et déjà dans l'innovation pour elles, non pas dans le reporting ou non pas dans la communication, mais réellement bien dans finalement la manière de faire et dont elles conscientisaient rarement cette valeur. Mais ce n'est pas un hasard sans doute si la plateforme RSE n'est pas née à Paris lors des assises de l'entrepreneuriat en 2013. Elle est née dans le monde académique à Audencia 10 ans avant par André Sobzak qui s'est dit mais pour les PME, on ne va pas leur dire que la RSE c'est normatif. Et quelque part, cette logique de regarder la diversité de nos territoires et de comprendre que c'est peut-être dans les petits et moyens territoires que nous pouvons apprendre autre chose que dans les grandes métropoles, que nous pouvons apprendre autre chose que dans de tout petits territoires, et que c'est cette diversité de cet apprentissage qui, quelque part, peut être valorisée en commun, c'est tout le sens de ces parcours expérientiels. Et ils ont été développés sur Innover en territoire. Nous avons eu la première session du 11 février au 3 avril. Nous avons eu de la même façon, en partenariat avec la NPP Territoire de Projet Agrippa et Tech, nous avons coopéré efficacement du 13 mai au 3 juillet en coopération avec le réseau des catalyseurs territoriaux et le fonds I qui accompagne au changement d'échelle les innovations sociétales en France. Et puis nous allons avoir en partenariat avec le Conseil régional Grand Est, nous lançons au deuxième semestre, du 6 octobre au 6 novembre, vous êtes bienvenus bien évidemment, le parcours hybridé sur modèle socio-économique territorial et nous aurons notamment un pool particulièrement intéressant de pays et PETR de Grand Est en partenariat avec Grand Est pour pouvoir justement regarder comment cette capacité à valoriser ce savoir-faire est un élément constitutif de la stratégie à long terme d'un territoire. Voilà quelques éléments issus de 20 ans de travaux qui montrent à quel point nous ne partons pas de rien à la condamnation, pardon, d'avoir pour objectif à ce stade, non pas de dire quelle va être la solution miracle qu'on va pouvoir utiliser demain. Toute personne aujourd'hui qui prétendrait avoir la solution devant l'ampleur des transformations aurait l'arrogance de croire qu'il est plus compétent et plus puissant que les 193 nations alors unies en 2015 qui ont dit un programme systémique de transformation de l'humanité, soit on le réussit ensemble, soit on s'entretue ensemble. Il faut bien avoir conscience que toutes les démarches qui ont été faites jusqu'à présent n'ont pas démontré la capacité à avoir la mécanique miracle qui va répondre à nos solutions. Et c'est là où, dans leur sagesse, les pays du Sud, en une nuit, ont fait rajouter aux pays du Nord ce fameux 17e objectif de développement durable. Comment allons-nous inventer ensemble les méthodes d'y parvenir? Et ce qui est très intéressant, c'est que Bettina Laville dit fréquemment il y a ceux qui, comme beaucoup d'institutionnels, ont cru que l'ODD 17 était un fourre-tout institutionnel pour faire signer les pays du Sud. Et nous sommes moins nombreux, dont le comité 21 et le Rameau font partie, à avoir vu dès le départ que c'était une nouvelle philosophie de la politique. Mais il faut revenir à la dimension première de la politique, c'est comment fait-on société et comment effectivement nous réinventons la façon de co-construire l'intérêt général, confère le rapport de 2015, un mois et demi après la signature de l'agenda 2030. Et nous ne réinventerons pas ces méthodes sans les femmes et les hommes qui les expérimentent, puisque comme nous le disons depuis ce matin, ce ne sont pas des choses qui se disent, ce sont des choses qui se vivent. Et lorsque vous n'avez pas encore inventé la solution, eh bien, il ne faut pas désespérer. Il faut capitaliser le chemin. Fleming n'a pas désespéré d'inventer la pénicilline avant qu'en 1945, il puisse l'inventer.
Mais Fleming avait bien conscience que tant qu'il n'avait pas inventé la pénicilline, ça ne servait à rien de demander à Sanofi de produire en masse des antibiotiques. Autrement dit, si, tel que le président Dessertine le rappelait ce matin, nous avons conscience qu'il faut réinventer nos modèles à 2050, pas à 2030, à 2050, eh bien, nous avons besoin que les femmes et les hommes puissent aujourd'hui valoriser ce qu'ils savent déjà en attendant le moment où nous pourrons modéliser ce qui seront les solutions de demain. Et juste un petit détail, lorsqu'a été lancé à la Fondation pour la co-construction du bien commun la démarche Intérêt général 2050 en 2022, les 4 saisons de 7 ans pour pouvoir renouveler finalement notre confiance partagée. Le mathématicien Cédric Villani, euh, tout le monde était assez silencieux, a dit ah, ça au moins c'est intéressant. Parce qu'à 2050, personne ne peut avoir l'arrogance de dire qu'il sait. Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons en revanche, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec Cédric Villani, qui notamment, je citais les étudiants de l'ETUA, a eu la gentillesse de venir leur parler sur justement cette innovation, ou lorsqu'il est venu parler du numérique et territoire lors du dernier congrès de la NPP Territoire de Projet. Ce que nous savons, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans les pratiques professionnelles des femmes et des hommes d'aujourd'hui, les racines, les graines de ce qui fait les modèles de demain. Et que quelque part, si nous n'apprenons pas non seulement à faire de la sensibilisation, et nous avons vu ce matin avec AIEDD comment c'est important et comment ces jeunes de collège qui deviennent les ambassadeurs du sujet, c'est important de faire la sensibilisation. Pas seulement comment nous faisons de la formation, et nous avons vu qu'elle soit par l'éducation populaire ou qu'elle soit dans le cadre académique, il est absolument indispensable de pouvoir travailler sur cette logique de formation. Il est aussi indispensable de reconnaître et de faire reconnaître la valeur professionnelle de compétences qui sont en cours de création, dont personne ne peut prétendre aujourd'hui savoir ce qu'elles sont, mais dont nous savons déjà qu'elles préfigurent les modèles de demain. Et donc, pour en parler, eh bien, il nous semblait indispensable de pouvoir le traduire comme depuis ce matin, sur chacun des 3 temps, par des exemples inspirants qui ne font pas que le dire, qui le vivent au quotidien. Et bien évidemment, nous avons pris soin d'avoir 3 des 4 acteurs clés. Je ne reviens pas sur l'acteur académique parce que vous allez voir, Anne-Valérie Crespo, ayant la double casquette, elle va incarner ce double langage dont parlait Cécile Cotte ce matin, de l'importance d'articuler pratique et théorie. Comment l'engagement sociétal à la Poste, c'est 500 ans de lien. Depuis Louis XI, l'interconnexion entre les femmes et les hommes, d'abord à cheval et aujourd'hui numérique, est l'élément au cœur de l'ADN de cette organisation, l'une des plus vieilles de France, l'une des plus présentes, 19 000 points de contact en direct et indirect. Aucune autre organisation ne peut prétendre avoir cette proximité. Comment les alliances dynamiques, en pratique concrète, sont des vecteurs pour réconcilier économie et intérêt général? Et Anne-Valérie vous dira à quel point la transformation des managers qui portent cette question-là, finalement, au sein d'un dialogue en co-responsabilité territoriale, se transforment, eux, transforment leur entreprise ou leur association ou leur collectivité en fonction de leur fonction, mais transforment aussi leur territoire. Bien évidemment, au-delà de l'acteur économique, qui, lorsque l'économie est au service de l'intérêt général, transforme, est capable de démultiplier l'acteur associatif. Et le réseau national des maisons des associations nous expliquera comment les associations sont source d'inspiration et de mobilisation au premier kilomètre. Ça n'est pas un hasard si dans notre programme chef de projet innovation territoriale, nous avons été chercher à La Réunion
un binôme entre la Maison des associations de Saint-Benoît et la collectivité territoriale de Saint-Benoît, identifié par le RNMA, puisque pendant une semaine, dans un voyage d'études à La Réunion, la question de la coopération territoriale a été au cœur du sujet. Et comment on en fait la catalyse? Comment les associations sont des vecteurs naturels pour capter les nouveaux besoins et en parler? Sylvain Rigaud, le délégué général, va nous en parler en disant, mais si nous ne faisons pas sens de ce lien, si nous sommes simplement dans la vision que les associations seraient des opératrices de pouvoir public à bas coût, on n'a rien compris de la régénération de nos modèles. Et puis, last but not least, mais Bernard Alix, qui est un philosophe, va nous expliquer comment finalement le CNFPT réinvente les mécaniques d'ingénierie, non pas en opposant les logiques de sensibilisation, de formation avec celles de valorisation des pratiques, mais en les articulant. Quoi de mieux, nous étions ensemble quelques semaines avant l'explosion de la Covid dans un labo du CNFPT pour réfléchir sur cette question des nouvelles pédagogies. Et quelques semaines après, Riposte créative, pendant la Covid, a été un moment de révélation de la capacité de nos agents, de nos élus à être en formation permanente parce qu'ils sont en innovation permanente. Comment on se repositionne non pas dans les outils seulement de la formation, mais dans l'esprit de cette transformation? Comment, à la lettre, on rajoute l'esprit qui est bien celui de l'agenda 2030? Non, non, non. Ça n'est pas un agenda normatif de règles et de normes que l'on suit. Oui, c'est un cap et un cadre commun qui permettent à chacun de se situer, qu'il soit un acteur économique au service de l'intérêt général, qu'il soit une association d'intérêt général, ou qu'il soit un acteur public d'intérêt général au plus près de nos territoires. Anne-Valérie, je crois que j'ai largement décrit votre qualité et votre capacité à avoir ce double langage, à la fois d'une praticienne qui a pris 7 ans pour écrire une thèse dans ce lien entre justement théorie et pratique. Comment finalement réconcilier aujourd'hui cette économie avec l'intérêt général en partant à la fois d'une pratique de terrain et en étant aussi capable de la faire monter en généralité? Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette introduction, Charles Benoît. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à divers titres, vous l'avez compris. Commençons par celui de la Poste. Je vais reprendre quelques mots qu'a dit ce matin, je crois, Monsieur Ders. En fait, là, tous autour de la table, on a différents profils parce qu'au cours de notre vie, on est différentes personnes. L'école des grandeurs dans le monde académique parle de différentes cités, de différents mondes. Moi, en tant que praticienne, je suis aujourd'hui déléguée aux sujets sociaux et sociétaux du groupe La Poste sur l'Occitanie pour l'ensemble des branches et des filiales. Il se trouve que, et c'est une autre facette de qui je suis aussi engagée sur la lutte contre les discriminations, par exemple aujourd'hui en tant que trésorière de la Fondation FACE, dont on a parlé aussi ce matin en Occitanie. J'en ai été déléguée des opérations et du réseau au niveau national. Et à côté de ça, je suis aussi maman de 3 enfants sur ce territoire qui m'est cher et qui m'a adoptée, qui est celui de l'Hérault. Je me suis lancée effectivement dans une thèse parce que dans ces différentes facettes, je trouvais qu'il était intéressant d'abord d'avoir cette vision holistique dont a parlé Cécile Cotte ce matin, de monter en réflexivité et surtout de prendre conscience de ce travail vivant qui a été cité de Christophe Dejour aussi par Cécile Cotte, qui est de dire que, et vous me permettrez d'aborder du coup un angle juste un petit peu différent, un pas de côté, Charles Benoît, qui est de dire que pour moi, à partir des outils partagés, à partir de compétences managériales au sens de manager intermédiaire dans mes travaux de recherche, mais plus globalement des collaborateurs d'une entreprise ou d'une organisation, ce sont les individus qui sont au devant et qui incarnent l'action. Et quelque part, il y a une certaine liberté des acteurs, quelles que soient les fonctions, les rôles que l'on souhaite tenir. On a cette liberté d'incarner, de colorer, voire de pousser des sujets qui nous tiennent à cœur, parce qu'on est en même temps, je reviens à l'école des grandeurs,
un professionnel d'une entreprise, une militante de la lutte contre les discriminations, une maman engagée pour le futur de ses enfants sur ce territoire-là et aussi une académique qui a envie de porter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça dont on parle quelque part depuis ce matin et que je trouve très intéressant. Euh, Dans ce cadre-là, je vais faire juste deux éléments un peu différents, parlant de la Poste en premier lieu, parce que c'est vrai que c'est une grande fierté d'être, je l'espère, contributrice à la mise en œuvre d'une stratégie postale qui est de l'ancrage territorial. Quand on dit que des entreprises s'adaptent, alors vous l'avez dit depuis Louis XI, à l'évolution de la société, moi je préfère dans l'autre sens, parce qu'on a quand même un statut un peu particulier, une culture, une histoire particulière, parler aussi de l'effet levier qu'une entreprise comme la nôtre peut avoir sur la société en s'appliquant d'abord à elle-même un certain nombre de principes sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur tout un tas d'éléments concernant, par exemple, les plus vulnérables d'entre nous, que ce soit dans le système bancaire ou dans le sourcing, le recrutement de nos collaborateurs, et après d'aller au-delà sur chacun des territoires sur lesquels on est installé pour essayer de pousser ces sujets et d'aider de manière un peu plus large que seulement notre propre nombril. Et c'est aussi pour ça, me semble-t-il, que la Poste a fait le choix de devenir une entreprise à mission en 2021. Vous parliez d'expériences très particulières comme l'Alliance dynamique à partir de 2014 qui a été fondée sur un territoire qui est le territoire du Pays de la Loire et qui maintenant est généralisé partout en France pour la Poste et qui consiste à faire le lien de manière extrêmement concrète sur des projets très particuliers entre des structures associatives et le groupe La Poste pour que la plus-value collective pour chacun des deux partenaires et pour le territoire, cette micro-société à portée de main, nous pousse dans des valeurs et dans une orientation, cet intérêt général dont vous avez parlé. Sur le deuxième angle, qui est effectivement plutôt le contenu de mes travaux de recherche, je m'appuierai là sur la question de l'engagement qui a été mis en avant par Valérie Dumontet ce matin, où j'aurais pu parler de l'empowerment dont a parlé Pascal Fressos, parce qu'en fait, c'est un peu la même idée. Moi, ce qui me paraissait intéressant et que j'avais envie de travailler en réflexivité et en comparaison, en alimentation par des chercheurs académiques, c'était cette question d'un engagement en gros. Qu'est-ce qui permet, à partir du moment où on a des valeurs, une sensibilité sur ces sujets-là, de passer à l'action? Plutôt que de travailler sur la question de la RSO, on dirait donc responsabilité sociétale des organisations, de manière stratégique seulement, au sens par exemple de la Poste et de sa vision sur ce domaine-là, qu'on pourrait dire dans d'autres organisations peut-être un peu symboliques, voire pourquoi pas greenwashing si on allait jusqu'au bout des choses pour certains. Moi, ce qui m'importe là-dedans, au-delà de cet alignement vertical entre les dirigeants, cette stratégie et la mise en œuvre sur le terrain, par exemple, la Poste, aujourd'hui, tous les managers intermédiaires depuis cette année ont la moitié de leurs objectifs sur leur cœur de métier, l'autre moitié sur l'engagement sociétal. Et on met là-dedans tout ce qui concerne le management responsable en interne et les liens au territoire sur ces valeurs et sur ces sujets sur lesquels on souhaite avoir un effet levier en lien avec qui nous sommes. Et donc, au-delà de cet alignement stratégique dans les deux sens, du haut vers le bas évidemment, et j'espère aussi bottom-up vers les dirigeants, moi, mon travail de thèse, il m'a invité à faire un pas de côté dans ces collectifs RSE interorganisationnels qui existent dans tous les territoires. On a parlé de la Fondation Agir contre l'exclusion. Je suis par exemple présidente de la Fondation Égalité des chances de Montpellier Business School. Voilà, il y a tout un tas comme ça de collectifs qui regroupent des praticiens d'organisations différentes sur leur temps libre, autant que sur leur temps professionnel, mais ils y représentent leur organisation. Donc, ils y sont à la fois le professionnel qui représente leur organisation, mais ils y sont très très vite parce qu'il y a des temps longs, vous l'avez dit très très précisément, dans ces collectifs. Et l'ancienneté moyenne est de près de 10 ans sur les 4 collectifs que j'ai examinés avec plus d'une centaine d'entreprises. Donc on est sur des temps longs qui font que les personnes au bout d'un moment se font confiance et qu'on arrive sur ce qui a été évoqué ce matin, qui est une forme d'apprentissage entre pairs, un peu horizontal sur un territoire qui ne permet pas de se cacher derrière le rôle, quel qu'il soit, de l'entreprise, du citoyen ou que sais-je, que l'on pourrait se donner comme première mission.
En fait, c'est bien toute la complexité de l'individu qui là est mise en avant et qui permet d'engager à la fois des valeurs personnelles, c'est la cité civique de Boltanski et Thévenot, mais aussi des compétences professionnelles. On est là dans la cité industrielle ou dans la cité marchande des mêmes auteurs. Et c'est la convergence entre ces différents mondes, comme si les collaborateurs d'entreprise dans ces collectifs étaient des passeurs de messages, avec des modalités qui fonctionnent à la fois sur des éléments d'outils partagés collectifs et aussi des valeurs personnelles qui fondent ce que moi j'appelle une inspiration pour agir. Et on rejoint là, je finirai là-dessus, la question de l'engagement au sens d'une définition qui, moi, me tient énormément à cœur, qui est celle de Thomas et Zianecki dès 1927, donc c'est pas très récent. Vous trouverez leurs écrits dans les éditions de 1998, aujourd'hui, Thomas et Zianecki, qui définissent l'engagement de la manière suivante. Il y a trois éléments chronologiques. Un premier élément chronologique qui est la sensibilité à une thématique. Si vous n'en avez rien à faire de l'environnement ou de la société, vous n'allez pas passer à l'action sur ce sujet-là. Et ce serait bien dommage de mon point de vue. Mais il y a une sensibilité, un attrait pour une question. Ça, c'est le premier point. Le dernier pilier, le troisième, c'est un changement de comportement, parce qu'on ne parle pas là de discours, mais on parle bien d'action. Donc le changement de comportement, c'est une mise en action. Et entre les deux, et ma thèse, je vous en donnerai si vous le souhaitez les éléments pour pouvoir aller regarder dans le détail le résumé, bien sûr, et pas la thèse en tant que telle, comme vous le souhaiterez, c'est ce que les auteurs appellent une posture attitudinale. C'est-à-dire qu'entre le fait d'avoir envie de faire et le fait de passer à l'action, il faut être capable entre les deux de se projeter dans l'action. Et pour se projeter dans l'action, c'est l'objet de mon travail de thèse, les collectifs RSE sont un bon moyen de le faire parce qu'on est en dehors de la responsabilité quotidienne, professionnelle, même du regard de l'entreprise d'une certaine manière. Et on est surtout sur des actions co-construites entre collaborateurs dans ces collectifs RSE qui sont sur des profils extrêmement divers et qui co-construisent ensemble une RSE ancrée sur le territoire, ici, maintenant, et incarnée par des vrais gens. Voilà ce qui me paraît intéressant de faire un rebond de ce qui a été dit depuis ce matin avec les notions de confiance, les notions de temps long, mais vraiment ce dialogue de co-responsabilité, il est fondé sur l'inspiration entre pairs pour agir. Merci infiniment, Anne-Valérie, pour ce témoignage. Et vous citiez finalement 1927. On peut se dire qu'à peu près depuis cette même période, si ma mémoire, la création était en 36, le CJD, c'est-à-dire les dirigeants des petites et moyennes organisations économiques, avaient compris cette valeur d'entre-pairs. Et que quand les démarches finalement au sein du CJD sont toujours des démarches horizontales. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que cette démarche-là, qui a été connue et reconnue depuis plus d'un siècle sur la valeur pour les dirigeants de faire comme cela, finalement, ce que votre thèse démontre, et de façon extrêmement précise, on a eu l'honneur d'être en jury de thèse et de suivre vos travaux pendant 7 ans, c'est vraiment cette capacité à avoir au niveau du management intermédiaire la même démarche et de montrer que le management intermédiaire, finalement, est le pivot entre la capacité d'impulser une dynamique des dirigeants et la capacité de chacun d'entre nous, en fonction de sa maturité, de pouvoir agir. Et que quelque part, s'il n'y a pas de pivot entre les deux, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, pour avoir beaucoup travaillé sur cette question de comment les dirigeants, justement, se formaient différemment entre pairs, dans cette logique-là, ça fait 100 ans que c'est comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, en France, les dirigeants ne se forment pas, ce qui est une erreur monumentale. Mais parce que culturellement parlant, ils avaient la responsabilité de la verticalité et donc ne pouvaient pas eux-mêmes être dans cette logique-là. Et ce que je trouve tout à fait pertinent dans votre thèse, c'est que l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés s'incarne bien et s'ancre bien sur les territoires. Et c'est donc bien là où le management intermédiaire, qui est la courroie essentielle, on parlait d'infrastructure, entre finalement des décisions d'une gouvernance
et la capacité d'action de chacun des membres de l'équipe qui va trouver le juste sens de ce qu'il fait, et non pas simplement remplir des fichiers Excel, eh bien, quelque part, cette revalorisation du management intermédiaire comme étant en capacité de se ressourcer lui-même grâce à son territoire, et par l'action de pouvoir entraîner son territoire dans les transformations, je trouve que vraiment l'ADERS et l'ORS ont su y lire sans doute quelque chose qui est au cœur de tout ce qu'on se dit depuis ce matin, mais plus encore au cœur de l'ODD 17 en pratique. Et ça Et, va faire la transition avec euh, un autre rôle, celui finalement de la force de l'engagement qui s'agrège, pardon, ensemble pour pouvoir capter des signaux faibles et se dire mais comment on va répondre à ce défi en commun? Et vous aurez reconnu bien évidemment l'esprit associatif qui finalement va décider sans aucune contrainte que des femmes et des hommes vont s'allier pour faire un projet en commun. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le réseau national des maisons des associations, qui fêtait il y a quelques semaines ses 30 ans, c'est qu'en fait, le réseau national des maisons des associations, qui a la double caractéristique, pour partie d'être sous statut associatif et pour partie sous statut collectivité territoriale, d'accompagner, d'avoir vu le besoin d'accompagnement différenciant. Et peut-être, Anne-Valérie, ce qui est intéressant, c'est que c'est la démarche un peu inverse que celle qu'on a connue dans l'entreprise. La formation de la personne, non pas dans la logique technique, mais dans ses aspirations de bénévole, a été le première étape, finalement, de ce que les maisons des associations ont fait depuis 30 ans. Puis le projet collectif est devenu, 10 ans après, le sujet majeur. Et puis depuis 10 ans, cette question de l'accompagnement du territoire de la place que l'association peut avoir, parce que c'est un projet venu et commun, sans aucun mandat, justement, à la différence de la richesse de votre thèse, finalement, comment la volonté de citoyens et citoyennes va s'agréger pour devenir un projet en commun et va devenir finalement un projet transformateur de territoire. Sylvain Rigaud, s'il y a bien quelqu'un qui peut en parler, c'est vous. Élodie Julien, notre ancienne directrice de la recherche du rameau, a eu la chance de passer une semaine à La Réunion il y a maintenant en 2023 pour partager des travaux de recherche sur la catalyse territoriale et de pouvoir finalement montrer à quel point finalement, que ce soit à La Réunion ou n'importe où dans notre territoire métropolitain, eh bien finalement ce rôle-là, cette capacité des associations à le faire est très riche. Et j'en finirai par le fait que nous étions très fiers ensemble de pouvoir, dans le cadre de notre fonction du RNMA, qui est l'observatoire de la vie associative, et donc, j'allais presque dire, de la vie démocratique d'un territoire, de publier l'année dernière le premier cahier de recherche sur les dynamiques de coopération ultramarine, justement avec cette même couple de la Maison des associations de Saint-Benoît et de la collectivité de Saint-Benoît. La parole est à vous pour justement nous rappeler à quel point aider cette dynamique individuelle à devenir projet et ce projet à devenir structurant pour le territoire est sans doute aussi un élément de réapprentissage collectif. Merci Charles Benoît. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation à intervenir. Là, effectivement, je vais vous parler un peu de catalyse territoriale et ça va nous ramener à ces rencontres nationales qu'on a pu faire à La Réunion, qui reste un très bon souvenir, je pense, pour tout le monde. Et puis, je voulais justement commencer par souligner cette hybridité de notre réseau, qui est donc réseau national des maisons des associations, qui va regrouper un certain nombre de maisons d'associations et de structures d'appui à la vie associative, qui sont effectivement soit sous statut public, bien souvent des municipalités, soit sous statut associatif, et ça crée une vraie richesse dans notre réseau. Et ça impacte aussi la manière dont on va parler de coopération. Et je vais vous décrire un petit peu les différentes approches qu'on a pu avoir du sujet de la coopération dans le réseau. Parce qu'effectivement, on a réaffirmé là dans notre projet stratégique 25-30 cette question de la coopération comme un axe central de notre action. Et
réaffirmer cette place et ce rôle des maisons des associations et des structures d'accompagnement à la vie associative dans la mise en place de dynamiques de coopération à l'échelle des territoires. Donc, on a approché cette notion par différents angles. La coopération interassociative, d'abord, parce que c'est vraiment fondamental pour une maison des associations qui est un lieu de vie pour les associations, un lieu d'échange, un lieu de rencontre où les associations vont se croiser. Et ça va favoriser forcément l'émergence de dynamiques collectives à cette échelle entre associations. Et on a travaillé pendant de longues années avec la Fondation SNCF sur cette question, avec un appel à projet qui incitait à minima 3 associations à travailler ensemble, ce qui nous a permis, côté réseau, de développer une ingénierie d'accompagnement autour de ces questions de coopération interassociative, comment ça se mettait en place, etc. La deuxième approche qu'on a pu développer, c'est la question de la co-construction de l'action publique. On en parlait ce matin, qui là aussi est l'ADN de notre réseau, je le disais, des collectivités, des associations. Donc se poser la question de comment une association, quelle est la place de l'association dans la construction de l'action publique, comment inventer les modalités de travail entre les associations et les acteurs publics. Là aussi, c'est des sujets qu'on a travaillés, qu'on a documentés au travers des conseils locaux de la vie associative, par exemple, qui sont des instances qui permettent le dialogue entre la collectivité et le tissu associatif d'un territoire, les chartes d'engagement réciproque, donc voilà comment on va pouvoir structurer ce dialogue association-collectivité au travers d'une charte. Alors au-delà de la charte en elle-même, qui est évidemment tout le processus de construction de la charte qui est intéressant. Troisième approche, ça va être celle de la catalyse territoriale qu'on évoquait à l'instant, qu'on a travaillé lors de ces rencontres à La Réunion et à d'autres moments aussi. On participe régulièrement aux rencontres des pionniers des alliances en territoire. Enfin, voilà, le réseau des catalyseurs territoriaux est un espace où les maisons d'association sont assez actives. Et donc cette question de comment les maisons des associations, les structures d'accompagnement à la vie associative locale, sont en capacité de faire la jointure entre ces différents écosystèmes du territoire. Et on va le voir aussi dans la dernière manière qu'on a eu de travailler ce sujet-là, qui a été sur les coopérations territoriales et la mise en place de communautés d'action, qui a été un travail qu'on a mené avec la Fonda. Donc le titre du programme, c'était structurer les coopérations pour résoudre les défis des territoires. Donc c'est vraiment se centrer sur cette question du défi territorial, de trouver ce qui fait commun. Donc c'est une expérimentation qu'on a menée sur 2 territoires qu'on a sélectionnés en 2022 à partir d'un appel à manifestation d'intérêt dans le réseau. Donc voilà, on a étudié les propositions de plusieurs territoires sur la capacité à se lancer dans cette expérimentation, et on a sélectionné la ville de Mulhouse et le RESAM sur le pays de Morlaix, qui ont tous les deux travaillé. Alors à Mulhouse, c'était sur la question des communautés, une communauté d'action qui était centrée sur la question de l'engagement des jeunes, et à Morlaix, un travail sur la transition écologique et l'autonomie alimentaire. Donc les deux territoires ont été soutenus financièrement pour pouvoir s'impliquer à hauteur nécessaire et puis pour pouvoir aussi avoir les moyens d'agréger largement autour de ces deux sujets. Et donc, c'est passé par voilà, une méthode et un certain nombre d'outils, la cartographie des acteurs pour voir un petit peu qui fait quoi, apprendre à se connaître, et puis cerner effectivement les spécificités, les complémentarités. Un deuxième outil qui est celui de la construction d'une vision commune et d'un scénario idéal, avec l'idée là de projeter les ambitions de la communauté d'action et puis se donner un horizon commun. Voilà. Un troisième outil autour de la fiche d'identité de la communauté d'action et des valeurs communes, où là encore, il y avait un enjeu évidemment
à partager. Alors, on avait une véritable diversité d'acteurs, je vais y venir, mais du coup, cette question des valeurs communes, de qu'est-ce qui fait socle commun, était assez fondamentale. Et enfin, la structuration de la gouvernance de la communauté d'action, avec notamment cette fonction d'animation qui est assez fondamentale parce que euh, si ça peut être une dimension assez horizontale et partagée, la question du leadership se pose quand même. Euh, et, euh, et donc, cette fonction d'animation est mise en dynamique de la communauté d'action. Donc voilà, 2 ans d'expérimentation sur ces 2 territoires, avec sur chacun des territoires entre 40 et 50 acteurs qui ont été mobilisés et qui sont réunis plusieurs dizaines de fois lors de comités de pilotage, aussi sur des espaces plus circonscrits, etc. Pour donner un exemple à Morlaix, ça allait vraiment de la question des producteurs aux distributeurs. Alors, on était sur la question de l'alimentation, hein, donc des producteurs, des distributeurs, des associations qui peuvent œuvrer dans la transition, des associations de consommateurs, évidemment les collectivités locales, un certain nombre d'entreprises, etc. Donc on avait une vraie diversité d'acteurs qui était extrêmement riche. Et donc, sur chacun des territoires, on a abouti, alors sur Mulhouse, sur un plan d'action partagé autour de l'accompagnement de l'engagement de la jeunesse, donc avec justement une communauté d'action qui continue de se réunir et une dynamique qui se pérennise sur le territoire et qui trouve ses financements. Et à Morlaix, une sécurité sociale de l'alimentation, donc voilà, qui va permettre aux plus précaires d'accéder à une alimentation de qualité grâce à une monnaie locale. Euh, et euh, euh, voilà, avec aussi la pérennisation de la communauté d'action sur ce territoire. Voilà, tout ça est documenté sur un espace ressources en ligne et le travail qu'on fait maintenant, c'est un travail d'essaimage de ces 2 expérimentations au sein de notre réseau. Et au-delà, pour ceux qui souhaitent euh, approfondir ces questions-là et puis d'essayer d'identifier aussi ce qui fait singularité quand on parle du rôle des maisons des associations dans la mise en place des dynamiques de coopération à l'échelle des territoires. Parce qu'effectivement, bah, l'ADN du réseau, on le disait, influe aussi sur la manière dont on va appuyer et développer ces dynamiques de coopération. Peut-être en conclusion, 2 toutes petites choses. Rappeler que bah, si la coopération est aujourd'hui un impératif, ça ne peut pas être une injonction. Voilà, être un peu vigilant sur ces dimensions-là, ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, qui demande de la confiance. Et il y a un enjeu vraiment à préserver l'autonomie associative et cette diversité associatives et de l'ensemble des partenaires pour permettre une coopération aboutie. Et la deuxième chose, c'est que la coopération, elle n'est pas innée. C'est un apprentissage. C'est ce que Charles Benoît vous disait en introduction. Voilà, ça demande de la méthode et ça demande aussi de travailler. Un webinaire comme aujourd'hui, voilà, je pense, contribue largement à aider cet apprentissage collectif sur ces sujets. Merci infiniment, Sylvain. Et le rôle du RNMA dans le travail de modélisation, c'est-à-dire comment dans la diversité des territoires que constitue votre réseau, finalement, émergent des outils en commun. On peut parler des observatoires locaux de la vie associative, on peut parler justement de ce site de capitalisation des pratiques de catalyseurs. Je pense que c'est important de souligner qu'effectivement, parce que vous l'avez dit, l'alliance, finalement, c'est quelque chose que l'on veut, c'est pas quelque chose que l'on doit. En tous les cas, il ne peut pas y avoir d'injonction, c'est par la confiance, mais ce n'est pas parce que les territoires sont spécifiques qu'ils ne peuvent pas construire des outils en commun. Et je trouve que l'expérience du RNMA en la matière est assez exemplaire, et pas simplement dans l'horizontalité des territoires, aussi dans la verticalité avec l'acteur national. Et on peut dire que je crois que tout le monde est unanimement satisfait
fierté du travail qui a été co-construit avec la Djabva, le mouvement associatif, le RNMA, sur ce qui est aujourd'hui Guidasso, qui est une politique commune d'accompagnement intégrant et le cadre commun national et la spécificité de chacun des territoires. Et c'est un long travail. C'est presque dire plus de 20 ans de travail pour arriver à cette maturité, mais quelque part, aujourd'hui, d'une robustesse, un peu comme la charte d'engagement réciproque, d'une robustesse finalement qui permet à chacun de pouvoir être dans un cadre commun tout en étant finalement vigilant aux singularités. Et j'ai l'habitude de dire, finalement, ce que vous incarnez, les RNMA, sont au lien entre collectivités territoriales et associations, ce que les syndicats patronaux et syndicats sont au paritarisme de gestion. C'est-à-dire comment on peut inventer dans la différence une capacité justement à trouver de nouveaux équilibres. Non pas la solution universelle, mais de nouveaux équilibres. Qui dit équilibre dit philosophie, qui dit philosophie dit qu'il faut que nous finissions en complémentarité par là où nous avons commencé, puisque vous voyez bien que nous avons fait un cercle et non pas une verticalité, puisque même si nous sommes partis des plus jeunes jusqu'à la pratique quotidienne de chacun d'entre nous, nous avons commencé par un élu et nous finirons donc par un agent. Mais pas n'importe quel agent. Parce que c'est quelqu'un qui est à un déjeuner comme ça, parce que invité au labo de CNFPT, me dit, tiens, je vais te présenter quelqu'un. Et on va déjeuner avec Stéphane Rosès, le grand politologue que beaucoup d'entre vous connaissent. Euh, et, euh, et qui se serait douté, mon cher Bernard, que juste avant d'intervenir l'un et l'autre à ce labo de créativité du CNFPT, nous remontions aux racines de la France pour pouvoir parler de 1500 ans d'histoire qui expliquait la tension entre national et territoire et le besoin de revenir finalement à ces racines qui ont justement été la capacité à créer un cadre commun tout en respectant la diversité des territoires. Et ces échanges entre Stéphane, vous et moi, ont beaucoup marqué l'histoire, juste au moment où nous rentrions dans la Covid. Et je crois que depuis là, on ne s'est plus quitté, parce que justement, cette philosophie qui nous donne confiance à un moment donné où ce que nous constatons au quotidien peut nous mettre en désespérance, eh bien, elle s'incarne dans la capacité d'accompagner les agents qui, tous les jours, sont les femmes et les hommes qui tiennent l'intérêt général à bout de bras, qui font en sorte que partout en France, et quand je dis partout en France, c'est sur les 5 continents, nous sommes capables d'avoir un contrat commun dans une diversité des personnes et des territoires. Peu de pays aujourd'hui peuvent s'honorer d'avoir la capacité à la voir respecter chacun, mais être dans un cadre commun. C'est sans doute grâce aux femmes et aux hommes que vous formez au quotidien, pas vous, mon cher Bernard, ça ferait beaucoup, mais en tous les cas, le CNFPT. Et de la même façon que nous voulions rendre hommage au début de cette session à l'engagement des élus qui impulsaient avec leur territoire les dynamiques de transformation, nous voulions rendre hommage à la fin aux femmes et aux hommes qui font en sorte aujourd'hui que l'intérêt général est une réalité de terrain. La parole est à vous. Merci, cher Charles Benoît. Oui, et puis c'est une bonne place pour la philosophie de se situer à la fin, comme l'oiseau de Minerve aurait dit ce cher Hegel, auquel je suis très attaché. Avant d'évoquer justement riposte créative, comme nous nous étions entendus, je voudrais évoquer une autre situation, illustration emblématique. Et je m'appuierai justement sur un élu que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans dans le cadre de mon activité d'accompagnement des fonctionnaires pris en charge. Et cet élu avait cette particularité de se débarrasser de ses directeurs généraux de service très rapidement. Donc, j'ai été sollicité par la délégation qui s'inquiétait quelque peu de cette pratique. Et il se trouvait qu'il était à la mode Beuvron. C'est pour ça que je le cite, parce que c'est très emblématique. C'est là où on a inventé la tarte tatin. Et donc, à avoir avec un retournement nécessaire
pour passer de la coordination, me semble-t-il, à la coopération. Et en fait, ce jeune élu avait comme particularité d'être le principal chef d'entreprise de cette petite ville. Et me disait-il, eh bien, moi, quand je donne un ordre le matin à 8 heures dans mon entreprise, à 12 heures, c'est exécuté. Par contre, dans ma collectivité, il faut d'abord convaincre les élus de la majorité, de la minorité, le directeur général, le directeur des services techniques, etc. Et donc, cette patience n'était pas l'une de ses préoccupations. Et donc, il trouvait un bouc émissaire en l'image du directeur général des services. Donc, je lui ai proposé d'être accompagné par un expérimenté fonctionnaire territorial pour justement le professionnaliser dans sa tâche et dans sa fonction d'élu pour comprendre le temps démocratique. Euh, et donc, je prenais cet exemple pour montrer en quoi la coopération justement diffère de cette pratique et que riposte créative territoriale en est pour moi un exemple et vraiment une vraie fierté d'avoir pu être associé à cette démarche. Euh, alors, rappelez-vous, comme tu le rappelais, Charles Benoît, ça s'est passé au moment de l'émergence du Covid et une directrice générale de Castelnau-le-Lez, Séverine Mautredon, a jeté une bouteille à la mer, nous a sollicité pour justement nous dire qu'elle avait besoin de ne pas rester seule face à la situation à laquelle elle était confrontée. Elle a sollicité le CNPT et Cécile Joly, hein, qui pilotait le laboratoire à l'époque. Et justement, nous avons commencé à nous interroger sur justement comment réagir à cette demande qui nous était faite. Dans un changement complet de contexte et d'environnement pour les collectivités et les agents. Et là, justement, il y avait la recherche d'un collectif pour trouver des réponses quelque part à une situation inédite, car justement, on était confronté à quelque chose d'inouï. Et là, il fallait absolument innover. On ne pouvait pas mettre en place des situations et des pratiques qui étaient déjà largement obsolètes au regard de la situation nouvelle. Alors, cette notion d'inouï, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle est proposée par notamment François Julien, qui montre en quoi l'inouï, c'est ce qui révèle l'impensé de notre pensée. C'est révélateur de nos présupposés, de nos façons de voir et de comprendre le monde. L'inouï, c'est ce qui surgit quand nos schèmes interprétatifs habituels sont dépassés ou mis à défaut. L'inouï, c'est donc quelque chose qui ouvre un écart dans le tissu des évidences. C'est une expérience de déplacement qui renouvelle notre rapport au monde et à nous-mêmes. Et c'est de ça dont il a été question, effectivement, par l'émergence, justement, de la nécessité de faire complètement autrement. Alors, pour répondre à cette demande, eh bien, nous avons construit un collectif pour, justement, faire émerger un espace de coopération numérique capacitant, un Yes Wiki qui a été proposé et mis en œuvre par notamment Laurent Marceau et Michel Briand qui nous ont aidés autour de ces mises en œuvre effectivement d'un espace et qui nous a permis justement ce troisième espace dont tu parlais Charles Benoît pour accompagner les agents territoriaux mais pas seulement, non pas en leur tenant la main mais en leur tenant conseil et en faisant effectivement ensemble. Alors, ce qui me semble très important dans cette idée de coopération qui se différencie de la coordination, c'est justement son éloignement avec la dimension de verticalité, de quelque chose de descendant, de quelque chose qui vise effectivement à une forme d'exécution. Les attentes, elles étaient effectivement autour de comment apprendre ensemble dans cette nouvelle situation, comment réfléchir ensemble, comment mettre en œuvre effectivement des initiatives au sein d'un réseau de personnes qui se retrouvaient sur cette riposte créative territoriale, comment s'ouvrir à l'ailleurs, à d'autres façons de faire, comment co-construire ensemble entre les acteurs et comment se reconnaître, comme tu l'évoquais tout à l'heure, dans les façons effectivement d'aborder des rapports au territoire qui sont en même temps partagés mais bien différenciés. Donc, ce qui était très intéressant, c'est justement cette nécessité d'ouverture à l'horizontalité et à des pratiques démocratiques. Et là, je renvoie vraiment à quelque chose qui est très fondamental. On a évoqué avec Cécile Cotte et puis Anne-Valérie Cressot tout à l'heure, Christophe Dejour, un dernier de ses ouvrages que j'ai eu la chance de pouvoir lire cet été sur la plage en me dorant sur ma presqu'île de Quiberon,
presqu'île parce que justement, la presqu'île, à la différence d'une île, est l'expression même pour moi symbolique de l'autonomie et non pas de l'indépendance. Et je crois que c'est de ça dont il est question aujourd'hui avec la coopération. Alors, ce dernier livre, c'est euh, Pratique démocratique, servitude volontaire, travail et émancipation. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il montre en quoi, effectivement, il faut absolument développer des pratiques démocratiques aujourd'hui dans notre espace social. Et l'éducation, comme ça a été très, très bien montré ce matin par les différents exemples, au cœur même de l'éducation scolaire, comme l'a démontré Dewey, les pratiques démocratiques peuvent se développer, mais elles peuvent aussi se déplacer par la centralité au travail dans notre travail au quotidien. C'est la proposition effectivement que fait Christophe Dejour pour montrer en quoi effectivement il faut associer la coopération verticale, c'est-à-dire le lien entre ceux qui travaillent, ceux qui sont véritablement confrontés à l'activité réelle face à des bénéficiaires, notamment dans le service public, et puis les décideurs. La coopération horizontale, c'est effectivement ce qui se joue entre pairs. Comment effectivement apprendre ensemble, comment faire émerger de l'innovation. Et la coopération transverse, eh bien, c'est la coopération qui vise à faire avec, comme on l'a dit encore à plusieurs reprises aujourd'hui, avec les bénéficiaires, notamment avec les habitants et les acteurs du territoire, pour justement développer des nouvelles pratiques. Il s'agit donc de sortir du dualisme qui serait porté par décision-conception d'un côté et puis exécution-contrôle de l'autre. Ça développe effectivement de nouvelles façons de percevoir les choses en termes de management et de formation. Et ça me semble être quelque chose qui vise à faire en sorte que justement, il y ait le passage d'un modèle de gouvernance dogmatique et mécanique à un modèle de gouvernance plutôt symbiotique du vivant, comme le développe notamment Julie Chabot dans justement ses propos autour de l'agenda 21, notamment qu'elle pilotait à la ville de Bordeaux, au département. Donc, pourquoi cette nouvelle façon de penser la gouvernance? Tout simplement pour mobiliser la subjectivité au travail. Alors, ça demande effectivement des changements de posture dans l'accompagnement et l'émergence de la coopération des différents acteurs. Ça passe effectivement par la capacité à écouter, ne pas être en position de sachant, cette capacité à renoncer à une posture héroïque, notamment pour les managers, se laisser transformer par la parole d'autrui, s'ouvrir aux frontières multiples et être quelque part incomplètement socialisé, comme le disait Norbert Alter, dans une culture même pour pouvoir s'ouvrir à la différence effectivement des dimensions, notamment dans le champ du local. En tous les cas, ce qui est très très important, et c'est ce sur quoi j'aimerais bien conclure, c'est l'idée que en fait, c'est de se demander qu'est-ce qui s'est passé avec l'émergence du Covid qui a fait qu'on a été obligé de basculer dans une dimension assez rapide de coopération et qui a permis effectivement l'émergence de ripostes créatives territoriales. Riposte créative, je le rappelle, est une expression de Christophe Dejour que j'avais proposée dans la mesure où la riposte créative, ce n'est pas une stratégie de défense. Et donc, on ne répond pas à des conséquences, mais on répond au problème même et ça évite effectivement le coût des stratégies de défense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement au moment de cette émergence du Covid et de cette nécessité de changer de régime, voire de paradigme? Eh bien, tout simplement, c'est parce que le Covid nous a projetés, mais dans le sens de nous a ancrés dans le présent du travail, d'un seul coup. Il nous a projetés, ancrés dans l'inouï, et non plus dans cette démarche de projet dans laquelle on est justement si habituellement inscrit, dans ces projections mécaniques structurées vers le futur. Il y avait nécessité là, tout d'un coup, de rentrer en connexion, en couplage avec le réel, et là je fais référence notamment à Francesco Varela, sur lequel je m'appuie beaucoup. Sortir d'une logique dogmatique, idéaliste descendante, pour se reconnecter au vivant, pour éviter la mort. Justement, se connecter avec une situation inattendue, avec quelque chose de nouveau, avoir un autre rapport au monde, une altérité, devoir y faire face sans avoir des solutions toutes faites, comme on le disait tout à l'heure. Ce retour au réel, c'est ce qui est posé devant la conscience et introduit un nouveau rapport à des situations de travail. Ce sont des concertements de travail, comme je les appelle, qui évitent de s'inscrire dans cette logique de besoins et notamment de besoins de formation qui, pour moi, n'existe pas. On a ainsi pu constater que les cadres intermédiaires, qui sont des relais
du prescrit devenait cette fois inutile. Et justement, c'est l'intérêt de cette nouvelle approche qui se développe justement à la Poste pour ces cadres-là. La logique descendante devenait inopérante. Place au travail réel et aux professionnels en action, bien au contraire, dans l'agir en compétence et non plus aux gestionnaires et leur gouvernance par les nombres, les planeurs, les planificateurs hors sol. Place au travail réel et au travail vécu, différent du travail prescrit et du travail réalisé. Ce qui est important pour moi dans ce retour au présent, hein, et qui est très, très fortement appuyé sur une conception hegelienne du rapport au réel, une identité secrète entre la raison d'être et l'être. Il n'y a plus cette différenciation, en tous les cas cette rupture, dans leur différenciation néanmoins. Il ne s'agit plus de mettre en œuvre quelque chose de séparé des objectifs conçus en extériorité, par d'autres donc, abstrait de ce fait, car coupé du réel. Il fallait alors écouter le silence du réel en train de s'auto-déployer, et c'était l'objet notamment d'un film qui a été construit par justement Thomas Troadec sur riposte créative territoriale, le silence de l'innovation. Donc il y a bien eu alliance avec des chercheurs, avec des praticiens. Et là, j'ai effectivement omis de vous dire tout à l'heure que justement, ce qui avait été développé dans le cadre de riposte créative territoriale, c'est justement quelque chose qui avait à voir avec des pratiques d'échange, de co-développement, de réflexivité, de mise en questionnement, des confrontations entre praticiens et chercheurs par des connecteurs de recherche, des cercles d'études, par justement cette volonté de pouvoir mettre en confrontation et en réflexivité ces différents acteurs. Donc ce qui est important, me semble-t-il, pour moi, et j'en terminerai en deux mots, c'est dépasser la logique de la représentation et les dualismes. Et je trouvais très intéressant le schéma que nous a présenté tout à l'heure Benoît sur le territoire symbolique, le territoire physique et le territoire numérique. Me semble-t-il, le territoire du numérique, justement, ne doit pas être quelque chose qui relie deux choses qui s'opposent, mais il doit être la capacité à faire un creux, une ouverture, une brèche, comme la notion de médiation chez Hegel, et non pas d'intermédiation, comme le serait un pont. C'est plutôt le lit du fleuve qui rejoint les deux rives, plutôt que le pont qui les réunirait. Donc ça me semble très important de considérer effectivement que le numérique peut devenir justement cet espace en quelque sorte de médiation. Donc dépasser ces logiques de dualisme. Et c'est ça qui me semble très important. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile et qu'on a tendance aussi à revenir en arrière, même après avoir fait ces avancées. C'est que cette coopération, pour moi, elle est portée par un nouvel imaginaire. Ce n'est pas l'imaginaire gestionnaire, la gouvernance par les nombres, mais c'est celui plutôt qui, pour moi, relève d'une posture d'intervenant qui se trouve entre les interstices et qui est en capacité d'être plutôt un point sans épaisseur qu'un point de référence dans une posture héroïque. Voilà ce qui me semble être très important dans ce renversement imaginaire. Et encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est cette idée que, c'est mon hypothèse fondamentale, on ne change de pratique que si on change d'imaginaire. Et donc, comme il a été dit tout à l'heure, ça ne peut pas être décrété, la coopération, mais ça demande véritablement une transformation intérieure. Voilà ce que je peux. Merci beaucoup Bernard. Euh, des racines et des ailes. Ce que tu viens de nous donner finalement, avant que nous allions vers la conclusion sur comment on articule tout au long de la vie, c'est cette mise en perspective de quelque chose que nous avons vécu sans en conscientiser alors finalement les impacts. Mais je voudrais rappeler les racines qui ont fait en sorte finalement que nous ayons été en commun à ce labo finalement qui se réunissait sur la mise en perspective quelques semaines avant que finalement l'inouï se produise, c'est par un agent de territoire à Dunkerque, hein, Mathilde, que finalement cette perception au moment où était testée la e-communauté du CNFPT, cette question de la co-construction territoriale en disant c'est peut-être l'espace où justement on peut apprendre le e-learning, apprendre de ces pratiques. J'aime beaucoup la logique de livre du fleuve dont tu parles plutôt que pont, et qui s'est traduit ensuite l'année d'après par un MOOC que la CNFPT a fait justement sur ces pratiques émergentes. Et je trouve que c'est intéressant que cette démarche d'écoute et de traduction pédagogique autour de cet outil du MOOC est juste précédée de quelques mois
finalement, l'a vécu, le fait de vivre l'inouï. Et on voit bien là l'importance de se rattacher à la racine territoriale, l'intuition de Mathilde, alors qu'elle développe une e-communauté, les premières e-communautés, et finalement ce que tu en analyses en tant que philosophe sur le sujet. Alors, comme tu es philosophe, permets-moi de te challenger. Tu as commencé par cette phrase, philosophie à la fin. C'est une vraie question. Est-ce que la philosophie est à la fin ou est-ce que la philosophie est au début? Est-ce que la stratégie est à la fin ou est-ce que la stratégie est au début? Est-ce que l'évaluation est à la fin ou est-ce que l'évaluation est au début? Est-ce que l'œuf est à la fin ou est-ce que l'œuf est au début? Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est, je disais, il y a 10 ans, nous avons écrit un livre, un rapport, pardon, Intérêt général, nouveaux enjeux, nouvelles pratiques, nouvelle gouvernance. 18 mois pour dire on ne peut pas définir l'intérêt général. Parce que justement, c'est ce principe transcendant qui a été inventé en France, non traductible. Hein, il n'y a pas general interest, ça n'existe pas, et ça n'est pas common good. Hein, c'est pas du tout la même notion. C'est ce qui nous transcende quelque part. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui nous transcende, on ne peut pas le définir, parce que si on le met pas si on le définit quelque part, on l'incarne dans un espace-temps et on le tue, mais on ne peut pas vivre sans cet espace-temps. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait donc 3 leviers d'activation de cet intérêt général, une vision partagée, une action collective transformatrice et une gestion régulatrice. Et finalement, entre la poule et l'œuf, est-ce qu'on choisit la vague ou est-ce qu'on choisit la gave? Est-ce qu'on Mhm. choisit que ce soit la philosophie du futur qui nous amène, la vision amène l'action qui réinvente nos modèles de gestion? Ou est-ce que, quelque part, il faut partir de nos modèles de gestion pour les améliorer, pour mieux vivre ensemble? Vous aurez compris que gestion précède l'action qui nous amène à une nouvelle vision. Finalement, n'est-ce pas dans cette articulation du yin et du yang que sont la philosophie au départ ou la philosophie à la fin, qui nous permettra sans doute de trouver des solutions là où on n'en trouve pas ensemble. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que tu citais le philosophe François Julien, la conférence sur l'efficacité de François Julien, qui explique le choc civilisationnel entre l'eau qui coule et l'arbre qui pousse, l'Occident et l'Orient, et peut-être justement dans cette nouvelle appréhension de cette articulation entre l'eau et l'arbre, une vraie capacité à réconcilier ce que certains considèrent comme un choc civilisationnel. Et n'est-ce pas justement le fait de replacer la philosophie de l'action, l'esprit de la loi avant la loi, qui fera en sorte qu'effectivement, nous serons en mesure de rassurer ceux qui ont besoin d'être garantis contre les accidents de la vie? Ne faut-il pas articuler à la fois une vision qui entraîne une action collective, qui entraîne de nouveaux modèles de gestion, et accepter de pouvoir être aux côtés de ceux qui ont besoin qu'on leur garantisse une action viable pour que justement nous soyons dans le principe même de l'intérêt général inventé en France en 496. Et je crois que fondamentalement, ce que nous nous disons depuis ce matin, c'est que si nous ne réintégrons pas la notion de temps dans ce que nous disons, eh bien nous allons nous tromper. De la même façon qu'il est très important d'être au plus près de l'action du quotidien, si nous ne réintégrons pas le temps long dans notre capacité à réinventer nos imaginaires, nous irons droit dans le mur. Et permettez-moi ainsi de donner quelques éléments de conclusion justement sur ce cheminement, parce que c'était tout l'enjeu de cet exercice que nous avons fait en commun, de pouvoir justement nous poser la question je crois que je ne suis pas sur mon document, pardonnez-moi, comme quoi techniquement on peut réfléchir et pas savoir penser. Euh, Comme dirait ma femme, un homme ne sait pas faire 2 choses à la fois. Combien elle a raison. Et je suis là, voilà, je suis, pardon, excusez-moi, je me mets en élément. Juste de dire la preuve en acte de ce que nous venons de partager sur cette dynamique, c'est justement
le cheminement sur maintenant 11 ans de la diversité de ces 350 acteurs de terrain qui finalement se sont autodéterminés catalyseurs territoriaux. Personne ne dit que ce sont des catalyseurs territoriaux. Ils peuvent être acteurs académiques, acteurs économiques, entreprises sur certains territoires, académiques sur d'autres territoires. Et quelque part, bien évidemment, ils ne sont pas exclusifs. On a fait avec nos amis d'AgroParisTech un remarquable exercice de catalyse croisée sur à l'échelle du Massif central et particulièrement du Grand Clermont, entre le PETR du Grand Clermont, AgroParisTech, Ronalpia et Coco Shaker et Feu Maceo. Et on voit bien quelle capacité finalement de construire ensemble cet imaginaire collectif dont tu parles, et je crois, pardon, dont vous parlez, et je crois un élément déterminant. Euh, revenons-en à la question initiale. Finalement, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir convergence d'apprentissage tout au long de la vie? La réponse est clairement oui. Au regard très modestement du chemin de réapprentissage collectif que nous avons la joie de capitaliser depuis 19 ans, vous avez, sans rentrer dans les détails, la cartographie des apports de la recherche empirique sur ce sujet-là. Et je vous invite, si vous êtes plus intéressé, à relire notamment le livre de 2023, hein, Commun discours de la méthode vers le pari de la confiance, et puis tous les travaux qui ont été produits depuis pour pouvoir les décliner en outils opérationnels, mais aussi le chemin collectif que nous menons avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et notamment avec Bernard, Anne-Valérie, Cécile et bien d'autres depuis 2017, avec un chemin finalement étape par étape de capitaliser ce que nous pouvons constater. Il est important, face à l'ampleur des défis en commun que nous avons, que nous soyons rigoureux, exigeants, mais aussi bienveillants dans la conduite du changement opéré. Nous ne pouvons pas tous sauter finalement le 6 mètres 16, pardon, c'est maintenant 6 mètres 26 depuis les derniers Jeux Olympiques, à la perche. Adaptons et sachons voir la conduite du changement qui va dedans. Et pour ça, la méthode du rameau est en 3 mots, hein, relire, relier et réinventer. Si on regarde la relecture de notre histoire en commun, entre 2015 et 2025, si on regarde finalement dans cette gestion régulatrice qui était le cadre, le cap et le cadre commun des ODD, si on regarde dans cette action en commun à travers le rapport sur l'innovation territoriale, rapport d'Hakim Oral, qui se souvient du remarquable rapport d'Hakim à ce moment-là, au moment de la loi NOTRe, qui vient dire au gouvernement, si vous ne considérez pas que le territoire n'est pas qu'un lieu de gestion, mais avant tout un lieu d'innovation, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'était que le territoire. Et puis, modestement, on a évoqué le rapport intérêt général, nouveaux enjeux, nouvelles alliances, nouvelle gouvernance. On y retrouve, et c'est pas un hasard, des Jean-Paul Delevoye, des Jean-Paul Bailly, des Yannick Blanc et Hugues Sibyl et bien d'autres qui réfléchissaient sur qu'est-ce que voulait dire cette transformation finalement de l'intérêt général dans cette dynamique-là. Eh bien, 10 ans après, nous avons aujourd'hui les rencontres nationales, la cohésion des coopérations territoriales. Nous sommes passés du rapport innovation territoriale à la boussole agir ensemble en territoire, 15 ans d'expérimentation de cette mécanique des territoires dont on a rappelé sur Charenton-Saint-Maurice, mais aussi à Poitiers à travers le groupe La Poste, où Alsace Active la capacité à faire émerger de nouvelles méthodes. Et puis, cette méthode impacte et trajectoire qui est expérimentée depuis 9 mois et va faire l'objet d'un référentiel partagé dans les prochaines semaines. Pour relier notre histoire à nos défis d'aujourd'hui, le programme Réussir ensemble, la territorialisation des transitions, fort de la mobilisation des communs dont on parlait ce matin, a été engagé un dialogue de gouvernance avec les acteurs engagés des territoires de 81 écosystèmes territoriaux. Et l'année dernière, cela a permis, fort d'un plan d'investissement extrêmement important, notamment avec le FDVA et d'autres partenaires privés et publics, de pouvoir mettre en avant finalement cette spécificité des territoires et surtout la diversité de maturité des territoires.
Parce que si nous demandons à chacun de sauter le 6 mètres 16 ou le 6 mètres 22 maintenant à la perche, il est certain que nous allons dans le mur. L'évaluation de la qualification de la maturité d'un territoire, finalement, au travers ses fragilités réelles et perçues du territoire, sa capacité, finalement, et le profil de la maturité du pivot local qui peut animer ce sujet-là, les pratiques et les compétences à l'intérieur et à l'extérieur de ce pivot pour animer cette dynamique-là. Eh bien, nous regardons au travers ce triple prisme du territoire, des organisations qui portent cette animation et des personnes qui en sont en charge, nous voyons qu'effectivement, nous devons finalement prendre en compte 4 niveaux de maturité. Ceux qui en sont aux initiatives locales, qu'ils ont lancées ou qu'ils expérimentent, 63% de nos territoires. Ceux qui en sont en des expertises locales, multi-expérimentation, qui aimeraient bien valoriser cette spécificité qu'on ne peut pas encore modéliser complètement. Quelle est donc cette définition du chef de projet innovation territoriale dont Laurent Lély et Cécile Cotte ont si bien défini la difficulté encore aujourd'hui à en mettre un référentiel commun, mais en tous les cas à en partager des valeurs et des pratiques en commun. 9% des territoires sont au niveau de la consolidation d'une petite et moyenne innovation, d'un petit et moyen ingénierie locale qui a besoin de s'être consolidée et des investissements nouveaux. L'expérimentation du fonds ODD17 en la matière, en inventant de nouveaux modes d'investissement et de consolidation dans la durée sur 10 ans de ces petites innovations ou de ces petites ingénieries qui sont petites par la taille, mais qui sont immenses par leur impact, est important. 9% des territoires en ont besoin. Et puis, 3% des territoires sont à maturité pour être suffisamment dans une articulation de l'ensemble des acteurs territoriaux pour réinventer les mécaniques d'articulation globale de demain. Et donc, prenons en compte non pas ce que nous voudrions faire. Frédéric Lemprech ce matin disait très bien ce qui a été le génie de VitaWin. C'est pas de faire un programme en commun, mais un espace en commun pour tenir compte de la maturité de chacun. Il n'y a pas de petite ou de grande maturité, il y a une capacité d'agir ensemble. Et cela nous invite et nous oblige à réinventer nos modèles en commun et pas seulement la capacité d'exiger de nos dirigeants d'inviter de nouvelles modèles relationnels avec leur gouvernance, leurs équipes, leurs références. C'est un peu facile de renvoyer cette responsabilité-là. C'est aussi notre responsabilité d'inventer de nouveaux formes pédagogiques où il ne s'agit plus finalement d'imposer un modèle, mais de permettre à chacun, au travers de repères communs, de pouvoir situer son propre chemin, un peu comme les phares et les balises vertes et rouges dans un port, permettre finalement à chacun de trouver la sortie qui lui correspond. Et cela est d'autant plus indispensable aujourd'hui qu'il ne s'agit pas simplement d'articuler la cohérence des actions et la pérennisation des ressources. Il faut peut-être aussi et avant tout avoir l'adhésion des acteurs et nous retrouvons bien l'imaginaire en commun dont vient de nous parler Bernard. Ainsi, le cheminement d'aujourd'hui est la suite logique du congrès de la Vulf en octobre dernier, du colloque au Sénat en février, des rencontres de la NPP, de la 11e rencontre des pionniers, de l'hackathon du programme européen Social Impact Manager. C'est la 6e étape d'un chemin en commun dont nous vous invitons à la 7e étape, créer de la valeur en commun. Je vais y revenir dans un instant pour conclure. Avant, bien évidemment, que nous allions ensemble au Salon des maires pour dire à nos élus, ayez le courage de reprendre le flambeau d'une campagne 2026 qui soit à la hauteur de nos enjeux en commun. Il y a eu une lettre ouverte aux élus locaux en février avec un engagement de les accompagner, un kit pratique pour pouvoir le faire, pour remettre nos défis en commun au cœur des sujets. Le plus important de la démocratie, c'est la démocratie locale. Il n'y a pas de démocratie nationale sans démocratie locale. Et contrairement à l'ego de certains, ce n'est pas 2027 qui est structurant pour notre démocratie nationale, mais 2026. Et quelque part, c'est là où il faut peut-être apprendre à passer de l'égo-système à l'écosystème. Et c'est bien le débat qui va être celui au cœur du prochain séminaire de recherche du 25 septembre prochain pour fêter les 10 ans des ODD.
Non, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'ODD 17 en pratique, mais il nous reste 5 ans, 2 tiers ont été faits, il nous reste un tiers. Comment la capacité des acteurs académiques dans la recherche, dans l'enseignement et la responsabilité sociétale sont-ils capables de nous éclairer sur ce que nous faisons déjà? Et nous partagerons à ce moment les premiers enseignements de l'étude Tendance et fragilité économique de l'Observatoire des partenariats. La deuxième étape du référentiel impact et trajectoire en commun, je citais la méthode qui a été mise à disposition de tous en septembre dernier. Ça sera le 7e référentiel de travaux de recherche que nous avons. Et puis un remarquable travail de prospective de l'entreprise de demain menée par la Société française de prospective et Human Co, qui nous montre bien que l'entreprise et l'économie sont bien l'équilibre de la maison et non pas, au non pas la simple financiarisation et encore moins sa simple budgétarisation. Revenons à l'esprit de l'intérêt général. C'est comme ça, sans doute, que nous serons en capacité de pouvoir mettre en œuvre tout ce dont nous parlons depuis maintenant quelques heures. Merci d'avoir participé à ce moment finalement de partage d'expériences de terrain extrêmement importantes. Et je vous propose que, bien évidemment, nous nous rejoignions tous à la session de finale, puisque de la même façon que comme à son habitude, Philippe de Sertine avait ouvert la voie. Je ne suis pas en crainte que nous ayons à la fin de cette journée un feu d'artifice pour rendre hommage aux femmes et aux hommes, aux organisations et à l'ensemble de nos territoires. Merci à tous. Merci beaucoup, Charles Benoît. Et effectivement, on se retrouve tous dans la séquence conclusive qui démarre à 16 heures. À tout de suite. À tout de suite.